Bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Toutes les 2 semaines, je vais interviewer des kinés du sport, prépa physique, coach ou autres, qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. On parlera dans la première partie de leur parcours. D'où viennent-ils, où ont-ils étudié, voyagé et commencé leur carrière. Ensuite de ce qu'ils font actuellement. Qu'est-ce que cela peut nous apporter en pratique? Quel est leur sujet de recherche actuel? En quoi cela peut-il améliorer nos compétences? Et enfin, on abordera leur mentor, leur livre préféré et comment est-ce qu'on peut les contacter. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn ou Instagram. C'est clairement là où je suis le plus actif et c'est ce qui m'aide le plus pour faire connaître ce podcast. Bonne écoute à tous. Blaise, salut. Salut Julien. Merci à toi d'avoir accepté ma redemande d'interview. Ça fait plaisir, c'est toujours cool. Ouais. On s'est vu il n'y a pas longtemps à Genève, c'était le fun. C'est ça exactement. On avait eu le plaisir de t'accueillir à la tour et voilà, je me rappelle encore de la conférence, etc. Et c'est à partir de là qu'est née un peu cette idée de discuter avec toi, de te poser des questions sur le business et la santé, parce que c'est 2 mots, notamment en France, alors maintenant je travaille en Suisse, mais notamment en France, qu'on voit comme complètement opposés, alors qu'en fait, pas forcément. Et voilà, j'avais trouvé inspirant ce que tu nous avais dit là-dessus. Est-ce que c'est moi ou t'as la même impression que plusieurs Français sont allergiques à ce mot business? Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai que le mot business est encore plus santé, tu vois. Mais il y a un aspect, on doit pas le crier, tu vois. C'est-à-dire si tu vois, les anglo-saxons, ils aimaient le mot successful. Et en France, dès que tu réussis, ça peut être vu comme pas légitime ou quelque chose un peu comme ça, tu vois. Ouais. Que malheureusement, pour arriver là, t'as marché sur la tête de plusieurs autres. Ouais. C'est vrai. Ouais, il y a un aspect péjoratif. Qu'on partage pas beaucoup ici au Québec, c'est vrai. Ouais. Et alors, justement, la réussite et le succès, tu vois, c'est quoi, toi, ta définition? Ah, c'est une bonne question, ça. En fait, réussir sa vie, réussir ma vie, c'est trouver mon X, être dessus la majorité du temps. Et le X, on pourra en reparler si tu veux, mais c'est la définition de ce que j'aime et de ce que je suis bon. C'est là que j'ai envie de passer la majorité de mon temps. Donc, ça implique dans mon cas, par exemple, d'être avec les gens que j'aime, de courir, d'être en santé, de créer, d'aider, d'innover. Et pour moi, bien évidemment, le succès, la réussite n'a rien à voir avec, et c'est personnel, hein, c'est mon cas, mais ça n'a rien à voir avec l'argent, avec le nombre de followers, avec le statut social, avec la grosseur de ma voiture, avec combien de personnes sont dépendantes de moi dans l'entreprise, etc. En fait, c'est plus un état d'esprit, je dirais. C'est plus, j'ai l'impression d'avoir, si tu me poses la question, est-ce que tu as réussi dans ta vie? Je vais dire oui, j'ai réussi. Est-ce que tu as l'impression d'être riche? Je vais dire oui, je suis très riche. Puis tout ça, bien évidemment, est très relatif. C'est clair. Et est-ce qu'on peut revenir un peu sur tes nombreuses casquettes avec, donc tu as les cliniques PCN, tu es un des associés, tu as la clinique du coureur. Est-ce que tu peux nous faire un petit brief là-dessus sur tout ce que tu fais? Oh là, alors, d'abord, je suis père de 4 enfants et grand-père d'une petite fille. Je fais du sport, je cours principalement tous les jours. J'ai écrit un livre qui se vend bien en France, entre autres. J'enseigne un peu partout dans le monde et j'enseigne aussi à l'Université Laval, donc j'ai cette partie plus formation continue. Je donne beaucoup de conférences, grand public, mais aussi dans des congrès médicaux et autres. Cette année, j'en ai plusieurs d'ailleurs. J'ai quand même plusieurs publications scientifiques, 650 citations scientifiques. J'ai quelques entreprises que j'appelle affranchies. Je pourrais t'en reparler tout à l'heure si tu veux. Mais entre autres, PCN, on a 14 cabinets avec 220-240 employés. On a la clinique du coureur que j'ai fondée en 2008 et où il y a 60 collaborateurs enseignants un peu partout dans le monde. Il y a le coaching du coureur qui est une start-up qui démarre très bien et qui est en croissance rapide actuellement. J'ai aussi des projets immobiliers. Donc, on a un projet immobilier avec la clinique du coureur, des chalets locatifs, un local à Paris. J'en avais aussi, je viens de tout vendre avec PCN, donc du commercial. J'ai un triplex avec mon garçon, puis on s'enligne pour acheter un 16 portes. Donc, il y a toute une partie immobilière qui m'anime un peu.
L'autre casquette, c'est que j'ai fondé un OBNL qui organise 2 courses très populaires au Québec, qui est le Trail de la Clinique du Coureur et le 5 km route. Des OBNL, c'est des organisations à but non lucratif, en fin de compte, okay. Et on a formé ces choses-là pour motiver les gens à bouger, etc. Donc, en gros, ça ressemble à ça les casquettes que je porte. C'est ouf parce que c'est très différent et que tu fais plein de choses un peu en même temps. Et comment tu te concentres sur une de ces choses? Tu fais tout en même temps, c'est-à-dire tu vas de l'un à l'autre, on va dire dans ta journée ou dans ta semaine, ou alors tu cloisonnes et tu fais à fond un projet pendant quelques temps, ça peut être quelques jours, quelques heures, et après tu passes à l'autre, ou comment tu gères? Ouais. Alors, il y a des priorités de transitionnelles, de passage. Alors, je te donne un exemple. Quand j'ai écrit le livre, ça a pris 2 ans à écrire le livre parce que ma vie, parce que je ne fais pas que ça. Mais il y a eu des périodes où là, tout d'un coup, pendant quelques semaines, je ne faisais presque que ça. Je fais beaucoup partie, tu sais, par exemple avec PCN, on a beaucoup d'employés, il y a beaucoup de collaborateurs dans l'organisation et mes rôles sont beaucoup plus dans des cellules particulières, la gouvernance, l'actionnariat, la culture d'entreprise. Donc, j'ai des rôles très précis comme ça. Je fais une journée clinique par semaine et puis le reste, c'est des réunions. Donc, ma semaine est parsemée de choses très précises, mais le reste du temps est animé par des projets. Donc, présentement, je fais de la création de contenu pour le cours 1.4 sur la chaussure, qui est un e-learning, admettons. Donc, l'ensemble de tous mes périodes libres dans ma semaine, en fin de compte, sont concentrées sur ce projet-là. Donc, c'est un exemple. Mais de façon générale, ma semaine est très variée. Je touche à beaucoup de choses. Je fais beaucoup j'aime pas dire le mot ressources humaines, mais je suis beaucoup en contact avec des réunions pour parler à des humains pour faire en sorte que les entreprises fonctionnent. C'est un peu ça mon rôle dans les organisations. Ouais. C'est énorme. Et tu as parlé de culture de franchise. Vas-y. Ben non, mais tu sais, en fait, je sais pas, ta question, c'était un peu comment j'organise mon temps, comment je gère autant de casquettes, mais la première chose, c'est qu'il d'abord, faut bien s'entourer. Clairement, mon environnement direct, tu peux avoir le plus grand des rêves. Tu as plein de projets, tu as plein de choses, mais il faut les réaliser. Puis tout seul, tu vas pas très loin. Il faut clairement l'ensemble des collaborateurs que j'ai autour de moi permettent en fin de compte de faire avancer ces projets-là. Donc, d'abord, il y a ma femme. On a un vrai team, on travaille dans la même entreprise qui est la Clinique du Coureur, mais ça me libère énormément de temps, les deals qu'on a pour que je puisse gérer toutes ces choses-là. Et puis après ça, il y a toute l'équipe de PCN, l'équipe de la Clinique du Coureur, l'équipe de coaching du coureur. Il y a l'équipe qui est autour de nos courses, donc qui fait ça. Et l'autre chose aussi, c'est que je fais partie de 2 groupes d'entrepreneurs pour tout ce qui est apprentissage entrepreneurial. J'ai un mentor, Louis Samuel, et j'ai des gens, en fin de compte, qui m'aident, en fin de compte. Je suis très, très bien entouré pour pouvoir mener l'ensemble de ces projets-là. Et après ça, pour gérer autant de casquettes, il faut être efficace, il faut bien utiliser son temps, et puis ça veut dire aussi avoir des soupapes et être en santé, pour pouvoir être productif et pour pouvoir avancer vite, il faut être en super forme. Donc, il y a 2 choses qui, moi, je sais, sont nécessaires dans ma vie. Il faut que je fasse du sport. Donc, tous les jours, j'ai 1 à 2 heures qui est réservée pour ça. Et puis, il faut que je dorme. Donc, je m'impose des heures de coucher pour être sûr d'être en forme et d'avoir un cerveau qui est pleinement fonctionnel. Bien évidemment, ça marche pas toujours. Il y a des périodes de surcharge où tout d'un coup, je manque de sommeil, mais je sais que ça affecte énormément ma productivité, mon efficacité au travail. Et comment t'as obtenu, entre guillemets, cette connaissance de toi et de ton rythme? C'est au fur et à mesure des années parce que t'as essayé différents systèmes, de moins dormir ou de faire pas de sport parce que tu travaillais trop et puis tu t'es rendu compte que t'étais plus du tout productif et bon dans ce que tu faisais? Ou est-ce que dès le début tu t'es dit, non, moi je sais que ça c'est important, je les mets au centre et après je rajoute le travail autour? Ouais. Alors, le sport a toujours été au centre, c'est-à-dire que je sais que ça fait partie de mon équilibre. J'ai besoin, je cours depuis que j'ai 14 ans, j'ai jamais vraiment arrêté, et j'ai réalisé très tôt que mes meilleures idées venaient quand je courais ou venaient après, dans les 30 minutes qui suivaient un bon jogging. Donc, clairement, je sais que ma zone créative, là où je pense aux solutions, où je règle les problèmes, là où je suis pleinement lucide, où mon cerveau est pleinement présent,
c'est pendant mes jogs et après mes jogs. Donc, ça m'a toujours nourri de longue date, c'est-à-dire, je cours même plus pour ma tête que pour mon corps, c'est-à-dire, c'est pas, tu sais, la forme et la santé vient avec le fait de courir, mais moi, c'est vraiment le moment parfait où j'arrive à réfléchir, à idée, à avoir mes idées, à rêver, à faire les choses, à mettre de façon très concrète ces choses-là. Le sommeil, ça par contre, je l'ai appris à la dure. C'est-à-dire que, tu sais, je voyage beaucoup, je viens souvent en Europe, décalage horaire de 6 heures, je me couche aux petites heures du matin, je me lève à 6 heures, j'ai 4 heures de sommeil. Et puis, ben après une semaine de 4 heures de sommeil, clairement, je vois que je suis moins productif, moins fonctionnel, que ça marche pas comme j'ai l'habitude d'être. Et que mon cerveau a besoin de repos, qu'il a beaucoup plus de peine à s'adapter. Et ça, je l'ai appris un petit peu à la dure. Et je dirais que plus je vieillis, en fin de compte, plus je constate que le sommeil est un élément essentiel dans ma vie, autant pour prévenir les blessures de course, autant pour me sentir bien, autant pour être intellectuellement éveillé et efficace. Donc, oui. Et il te faut combien d'heures? T'as un nombre d'heures ou t'as une heure à laquelle tu te couches à chaque fois et quelle que soit l'heure après à laquelle tu te réveilles, à partir du moment où tu t'es couché à cette heure-là, ça va ou c'est un volume qu'il te faut? Ben, l'idéal, c'est vraiment que je me lève sans cadran. Donc, je me réveille quand je me lève et souvent, je me lève avant même que si j'ai dû mettre mon réveil matin parce que j'ai une réunion, je sais pas moi, à 7 heures du matin ou quand je travaille, par exemple, il faut que je parte de chez nous un peu avant 7 heures. Donc, je me lève à 6 heures et quelques. Ben, souvent, je vais me réveiller avant même que mon réveil matin sonne. La seule chose, c'est que je sais grossièrement que si j'ai pas 7 heures de sommeil, je suis pas optimal au niveau intellectuel, puis au niveau santé générale, énergie et tout. Et quand j'arrive à avoir des périodes où j'ai 8 heures de sommeil, là, c'est l'idéal. C'est là, je me sens vraiment, vraiment bien. Mais bien évidemment, j'ai des périodes des fois, surtout quand je voyage et que j'enseigne, où j'ai des 4-5 heures. Puis le problème, c'est que je les cumule jour après jour. Donc après une semaine, ça commence à m'affecter. Mais voilà. Mais en fait, plus je m'entraîne aussi, plus j'ai besoin de dormir. Donc toi, là, je prépare quelques courses. Donc je dors plus un peu. Et puis voilà. C'est énorme. Top, top. Et tu as parlé de culture d'entreprise affranchie. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, tu sais, en médecine, on a des pratiques exemplaires. En anglais, on appelle ça les best practices. En fait, il y en a plusieurs qui se sont posé la question, c'est quoi la meilleure thérapeutique, par exemple, pour une pathologie quelconque, et puis, ben, on a un peu la même chose en entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'il y a des meilleures pratiques qui ont été mises de l'avant, par exemple, sur comment on construit un conseil d'administration. Donc, dans les grosses entreprises, où on a un conseil d'administration qui prend les décisions stratégiques de l'organisation, ben, on sait, par exemple, que les conseils d'administration qui sont à parité, par exemple, qui ont autant de femmes que d'hommes, qui ont un équilibre entre ça, ben, vont être plus performants. On sait que si tu as un peu plus d'intelligence collective avec des personnes qui sont plus différentes, ben ça va être plus facile d'être, je vais dire, plus créatif, plus intelligent, de faire en sorte, en fin de compte, que les décisions qu'on va prendre pour l'organisation soient plus sécuritaires et en même temps meilleures. Donc, il y a des bonnes pratiques aussi sur comment prendre des décisions quand on est dans des groupes, dans du collectif. Donc, en fait, l'entreprise affranchie, c'est un peu ça, c'est comment on peut faire mieux avec l'existant actuellement. Donc, tu sais, je te dirais, la gouvernance d'organisation est affranchie des normes entrepreneuriales traditionnelles. C'est la définition que je te donnerais peut-être ça veut dire quoi, affranchi? Mais en gros, c'est que y a pas de patron qui décide pour les autres. On est tous des boss, on est tous des patrons avec le pouvoir de prendre des décisions. L'être humain est au centre de l'organisation. Puis, en fait, on utilise la créativité et l'intelligence collective, on se parle franchement, on doit être transparent sur tout, dont les chiffres, entre autres. On se fait guider par le bien commun, qui est un élément essentiel dans l'entreprise affranchie, c'est-à-dire le client satisfait, le collaborateur heureux et l'entreprise pérenne dans le temps. On a une raison d'être qui est évolutive et qui est construite par le collectif. Donc, à travers les années, on va changer comme organisation. Il faut être conscient de ça. Et on va prendre des décisions
de façon consultative et par consentement, qui sont des processus très précis qu'on a mis en place en fin de compte pour prendre nos décisions. Ouais. Et justement, j'ai essayé de te faire un résumé, un topo de tout ça. C'est pas évident, mais en gros, ça pourrait résumer un peu c'est quoi une entreprise affranchie. Ouais. Et cette décision par consentement, en pratique, comment ça se fait? C'est à main levée? C'est comment vous faites? Alors, le consentement, c'est une manière de prendre des décisions qui sont importantes pour l'ensemble de l'organisation. Donc, quand on a des gros chiffres en jeu ou qu'on a des décisions sur les orientations stratégiques qui vont affecter les humains. D'abord, quand on prend des décisions, il y a toujours une règle qui est importante. Il faut consulter et les experts et les concernés. Fait que ça, c'est la première chose. Donc, n'importe qui peut prendre une décision dans la mesure où il a consulté et les experts et les concernés et sa décision n'est pas obligée d'aller dans le même sens que l'ensemble des experts parce que des fois, même les experts entre eux, tu as l'expert finance qui va être en contradiction avec l'expert recherche et développement et puis finalement, la personne qui va prendre la décision doit s'enrichir de l'ensemble de ces contenus-là et il faut qu'elle consulte aussi l'ensemble des concernés pour pas prendre des décisions qui vont faire en sorte qu'il y en a qui vont avoir un malaise après avec les décisions prises parce qu'on les a pas consultés et ils sont concernés. Après, quand c'est des décisions qui sont importantes pour l'organisation, à la Clinique du Coureur, par exemple, on fait la même chose à PCN, c'est qu'on se réunit une fois par mois et puis à la Clinique du Coureur internationale, c'est une fois par semaine et puis on prend des décisions de toutes sortes collectivement. Donc, j'amène par exemple mon idée au groupe, je fais un libellé de propositions. On soulève toutes les zones d'ombre, tout le monde s'exprime pour dire « Ouais, mais est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu as réfléchi à telle problématique et autres? » Et on reformule le libellé par la suite avec quelque chose qui est un peu plus collectif. Une fois qu'on a reformulé le libellé numéro 2, on vote par consentement. Et le consentement, ce qui est particulier, c'est que c'est pas un vote oui ou non, c'est un vote je suis d'accord avec la proposition ou je peux vivre avec. Et dans les deux cas, en fin de compte, peut-être que la proposition n'est pas celle que j'aime le plus, n'est pas celle qui me correspond le mieux, mais je peux vivre avec parce que collectivement, c'est celle qui a été proposée. Et puis, j'ai le droit par contre aussi de faire une objection, c'est-à-dire dire non, je suis pas d'accord avec la proposition, mais si je veux faire une objection, c'est parce que ça amène un recul pour l'organisation et non pas moi personnellement. Et si j'amène une objection parce que ça amène un recul pour l'organisation, je me dois aussi, secondairement à ça, d'être capable d'argumenter et de donner un argumentaire pourquoi je pense que ça amène un recul pour l'organisation et le groupe va décider si c'est vrai ou pas. Mais la prise de décision par consentement, qui n'est pas un consensus, c'est pas la même chose, on n'est pas obligé d'être tous d'accord, fait en sorte qu'on prend des décisions d'affaires très importantes sur les orientations de l'organisation qui sont parfois dans les gros chiffres, mais de façon très efficace. C'est-à-dire qu'on arrive à prendre des décisions par consentement assez rapidement parce que on expose et on utilise toute l'intelligence et la créativité collective dans ces décisions-là. C'est-à-dire que c'est pas moi qui prends une décision parce que je pense que je suis le plus intelligent de l'équipe. J'amène mon libellé, on le fait évoluer, on soulève les zones d'ombre et après ça, on consent et ou pas et on avance. Donc voilà, c'est une des manières qu'on a de prendre des décisions qui est très efficace. Et du coup, Blaise, qu'est-ce qui fait? Est-ce que c'est la parité? Est-ce que c'est le vote par consentement? Est-ce que c'est tout ça qui fait que ça marche, une entreprise affranchie? Ou d'après toi, pourquoi ça marche? Il y a 3 besoins psychologiques fondamentaux chez l'humain que tu connais peut-être, l'autonomie, la compétence et l'appartenance sociale. En fait, en gros, je veux être bon dans ce que je veux faire en étant connecté et supporté par les autres personnes. Et l'entreprise affranchie, en fin de compte, elle répond à l'ensemble de ces besoins. Donc, si tu travailles chez nous à la Clinique du Coureur, tu vas commencer par faire ton X. Donc, on va identifier, en fin de compte, c'est quoi ton X, c'est dans quoi que tu es bon, qu'est-ce que tu aimes faire. Et après ça, on va t'imprégner des processus comme comment on prend des décisions, c'est quoi le bien commun, comment on communique avec les autres. Et on va t'imprégner aussi de notre ADN, le manifeste du bonheur, l'énoncé de satisfaction, qui sont des outils qu'on peut retrouver d'ailleurs sur le site entrepriseaffranchie.com. Et puis, l'ensemble de ces facteurs-là, après ça, il faut avancer, il faut travailler parce que toutes les théories marchent pas si on ne fout rien, bien évidemment. Mais pourquoi ça fonctionne, en fin de compte, c'est parce que les gens retrouvent leurs besoins psychologiques fondamentaux sont comblés, en fin de compte, dans une entreprise qui leur donne de l'autonomie,
qui reconnaît leurs compétences, sur lesquelles on focus, et qui connectent et qui sont supportés par les autres personnes, qui sont connectées ensemble, cette partie de l'appartenance sociale. Fait que voilà, je pense que c'est pour ça que ça marche pas. Que ça marche. Ça marche. Tu pourrais couper ce bout-là. C'est pour ça que ça marche. Et là, tu pourrais me demander, mais des fois, est-ce que ça marche pas aussi? Ouais. Ben oui, parce que ça a l'air beau, on va dire, ça a l'air idéal. Et est-ce que des fois ça marche pas? Et si ça marche pas, comment tu fais? Oui, puis ça, c'est une très bonne question aussi, parce que oui, des fois, ça marche pas. Puis quand je dis ça marche pas, ben c'est les individus à l'intérieur de l'organisation qui sont pas confortables avec les processus, avec les manières de faire qui sont affranchis. Donc moi j'ai vécu différentes choses dans les entreprises en fin de compte, dont une transformation par exemple de PCN qui était une structure très hiérarchique avec un CA, un président, décision un peu on va dire autocratique d'un CA qui après ça avait des directeurs de clinique et tout. Et là on a tout aplati, on a aboli le CA, on a aboli les postes de hiérarchiques en fin de compte, mais on a une hiérarchie de connaissances, d'expertise à l'intérieur de l'organisation. Mais effectivement, il y en a qui se sont pas sentis très bien dans cette transition et qui sont partis tout simplement. Okay. Donc, les freins principaux à l'entreprise affranchie, en fin de compte, c'est les individus eux-mêmes. Et je dirais que les deux plus gros freins, c'est notre relation au pouvoir et à l'argent, principalement des dirigeants, parce que c'est eux qui sont les premiers à devoir prendre cette décision d'affranchir l'organisation. Et ben, c'est les freins principaux. Ouais. Intéressant. Et du coup, je reviens sur le business et la santé, qui est plutôt mal vu ou c'est, on va dire, tabou en France. Et on a l'impression que c'est pas le cas en Amérique du Nord et notamment au Canada. Pourquoi, alors de ton avis, pourquoi c'est comme ça en France et comment c'est vu de faire du business en tant que physio, en tant que voilà fondateur ou directeur de plusieurs sociétés? C'est quoi la différence entre la France et le Canada? Pourquoi c'est vu comme ça en France et pas forcément au Canada? Mais si je prends entre autres le rôle de kiné, parce que je sais pas pourquoi, j'essaye de trouver des réponses, mais c'est pas évident pour moi. Mais j'ai envie de te poser une question. Est-ce que pour toi, c'est normal que quelqu'un, par exemple, qui améliore ses compétences par de la formation de qualité, qui développe une expertise spécifique, ne puisse même pas le dire à son environnement? Je pense à la France, entre autres, où on n'a pas le droit de faire de promotion sur ses compétences. On n'a pas le droit d'écrire dans le journal, ben, je viens de faire une formation spécialisée de 10 jours au Québec, le cours 2.0. Et puis, ben, je reviens avec plein d'idées sur comment mieux traiter les coureurs, sur comment les orienter, mais j'ai pas le droit de le dire. J'ai le droit à ma petite plaque brune sur le devant de ma porte pour moi, mais ça fait aucun sens. Tu sais, quand on parle de business par rapport à la santé au Québec, c'est qu'on parle pas juste de business, on parle de, ben, j'ai une expertise, je veux la transmettre aux gens. Qu'est-ce que je peux faire, en fin de compte, pour que les coureurs soient le mieux servi dans la région de Québec. Et si c'est moi le meilleur pour traiter les coureurs parce que j'ai développé une expertise, ben comment je peux faire pour transmettre cette information-là? Donc, le truc, en fin de compte, c'est qu'on utilise les mêmes canaux de communication et de marketing que tout le monde. Donc, dans la mesure où tu veux te faire connaître ton service, dans la mesure où ben, t'as pas le choix d'utiliser, en fin de compte, des manières de communiquer, de transmettre l'information à l'ensemble qui sont ben, du marketing finalement, qui sont en fin de compte j'expose, parce que tu peux avoir la plus noble des causes, la meilleure des idées, le meilleur produit, si personne la connaît, ça sert à rien. Donc voilà. C'est clair. Et c'est vrai que en France, on a cette vision-là du fait que la santé est gratuite. Tu vois, on en parlait tout à l'heure en off, mais avec la carte vitale, ben les gens ils payent non, du coup ils payent pas, mais quand ils ont fini leur rééducation pour 10, 15, 20 séances, peu importe, en fait, notamment dans certaines régions de la France, ils ont juste à passer leur carte vitale. Et en fait, ça sensibilise pas les patients sur le fait que la santé, ça a un coût. Et ce coût-là, alors voilà, moi je deviens fou en voyant et pendant des années en voyant ce que je gagnais en tant que kinésithérapeute, ma sœur kinésithérapeute libérale, et je me dis ben peut-être que déjà de sensibiliser les gens à c'est quoi une séance et combien ça vaut une séance. Tu vois, moi je m'amusais à une période quand vraiment j'étais
on va dire en colère, je m'amusais à demander aux patients, d'après vous, ça vaut quoi? Ça vaut combien? Tu vois? Et puis il me disait, ça doit valoir une séance d'ostéo. Tu vois, il prenait le rapport avec la séance d'ostéo. Une séance d'ostéo, c'est entre 50 et 60 euros, donc à peu près pareil. Puis je dis, non, mais là c'est 16,13 € brut. Ce que la Sécu va nous donner pour vous avoir traité avec les années d'expérience, etc., etc. Et donc voilà, je pense que ça fait partie aussi de ce tabou-là, du fait qu'on peut pas associer santé et traitement des patients et business, et gagner sa vie correctement, au moins en accord avec ce qu'on pense mériter. Et j'ai l'impression, voilà, qu'au Canada c'est beaucoup plus ouvert, en tout cas, et beaucoup plus accepté, et c'est beaucoup plus normal, mais que la santé ça a un coût, et que quand on veut se faire soigner, il y a des choses qui sont prises en charge, d'autres qui sont pas prises en charge, mais ça a un coût. Ouais, en fait, nous on est en privé, hein, ça c'est la première chose. Donc il y a une problématique réelle d'accessibilité aux soins. Donc c'est pas tout le monde qui peut se payer la physio. Et puis en plus, moi j'ai un tarif qui est ultra cher. Donc il y a des patients qui peuvent même pas venir me voir parce que je suis trop cher. Mais en fin de compte, être conscient de ça fait en sorte, en fin de compte, que ça m'arrive quand même assez fréquemment de voir des patients à qui je charge demi-prix, ou que j'organise quelque chose parce qu'ils n'ont pas les moyens puis que je veux les aider. Mais en fin de compte, effectivement, on valorise ce qu'on fait de façon, je dirais, beaucoup plus adéquatement que ce que vous faites en France. À 16,13 €, moi, je sais pas trop comment vous faites pour arriver, si ce n'est que... Et la problématique aussi, c'est comme le tarif est toujours le même à travers l'ensemble de toutes tes années d'expérience, on ne pousse pas à l'excellence et au fait de devenir meilleur, parce que en fin de compte, c'est que plus t'en fais, plus tu vois de patients, et plus tu fais des modalités passives qui servent à rien, plus finalement tu vas avoir un salaire élevé. Moi, j'augmente mon tarif d'évaluation et de traitement de façon conséquente. Il faut que les gens viennent me voir, c'est parce qu'ils sont prêts à payer ce prix-là pour venir me voir. Donc, ma valeur est un peu en fonction aussi de combien je charge. C'est-à-dire que je peux pas, si je suis pas un bon physio, puis que mes patients m'apprécient pas, puis qu'ils veulent pas revenir me voir, je peux pas charger la lune parce que j'aurais pas de patients, tout simplement. Donc, on pousse, je pense, quand même davantage avec un système un peu plus libre et privé à la performance du physio. Quand je dis performance, c'est satisfaction du client, c'est amélioration rapide, etc. Complètement. Et une autre question, alors quand on parle de la clinique du coureur, s'il y en a qui disent c'est bien mais c'est trop business, comment tu le prends et qu'est-ce que tu en fais de ça? Ah ouais, ça c'est drôle, hein, parce que c'est vrai que j'ai entendu ça quand même plusieurs fois, mais toujours de la France. C'est ça ça me fait sourire, hein. Tu vois pas maintenant parce qu'on fait juste se parler, mais là je souris parce que en fait j'entends pas ça au Québec, en Italie, en Suisse. J'entends pas ça non plus en Suisse, ni aux États-Unis, hein, surtout pas aux États-Unis. En fait, il y a vraiment juste en France qu'on entend ça. Ouais, la clinique c'est bien, mais c'est trop business. Puis tu sais, je l'ai dit tout à l'heure, mais tu peux avoir la cause la plus noble. Le meilleur des produits, la meilleure des idées, en fin de compte, si personne la connaît, ça sert à rien. Tu as besoin de ce véhicule, de le communiquer, et les canaux de communication et de marketing sont les mêmes pour tout le monde. Donc, tu fais de la promo sur les médias sociaux, tu t'assures d'avoir un mailing list, tu essayes de vendre ton produit. Puis, en gros, la clinique du coureur, elle enseigne les meilleurs cours au monde. Ok, moi, je vais te donner mon opinion, ok, mais pour moi, la clinique du coureur enseigne les meilleurs cours au monde. Certainement les plus EBP, ça change et souvent même ça bouleverse la pratique des professionnels. Eh bien, mon objectif, c'est que le plus de monde possible fasse nos cours pour qu'on aide le plus de personnes possible. Donc, la question, c'est comment je peux faire pour toucher le plus de monde possible et s'assurer de communiquer efficacement. Et à partir de ce moment-là, on a une équipe, par exemple, qui fait toute la recherche de littérature avec Jean-François Esculier, avec Olivier Robaillerjean. Et puis après ça, on met ça en produit, c'est-à-dire on est en train de monter un cours. Là, on est en train de monter le cours e-learning sur la chaussure, donc le 1.4, qui est bientôt fini. Et puis, après ça, on a une équipe de com, parce que le cours, il est monté, il est prêt. Mais si personne l'achète, on n'en fera pas d'autres des cours et on changera pas les pratiques aberrantes actuelles. Donc là, on est une équipe de com, en fin de compte, qui se pose la question sur comment on peut vendre ce produit-là.
comment on peut exprimer aux gens que le cours qu'ils vont faire vont améliorer leurs pratiques, vont faire en sorte qu'ils vont avoir des meilleures pratiques, puis qu'ils vont arrêter de dire des bêtises à tout le monde sur des choses qui sont des fausses croyances, parce qu'il faut savoir que les canaux de communication qu'on utilise, par exemple, pour véhiculer de l'information evidence-based, scientifique sur la chaussure, c'est exactement les mêmes canaux que ceux que Nike nous transmettent pour vendre leurs chaussures, par exemple, la plaque de carbone. C'est les mêmes canaux. Donc, il y a une compétition, en fin de compte, sur le marché de la communication, du marketing qui se fait. Et si on prend pas cette place-là, ben finalement, personne connaît nos cours, personne change ses pratiques et on laisse toute la place à des personnes qui transmettent des informations qui sont d'une part fausses scientifiquement et qui ont comme objectif très simple de faire des sous. Et puis, voilà. Donc voilà, ça me fait quand même sourire que c'est que en France qu'on entend ça, mais voilà. Et si tu prends pas cette place, comme tu le dis, d'autres la prendront et avec pas forcément le même intérêt pour améliorer les pratiques et pour les patients. Donc c'est là aussi où ben voilà, si tu le fais pas, quelqu'un d'autre le fera et c'est pas forcément pour ton bien non plus, quoi. Clairement. Dans 2 semaines, je donne une conférence au Congrès canadien de la physiothérapie. Et en fait, je parle des biais commerciaux qui teintent en fin de compte nos pratiques comme professionnels. Et ben, bien évidemment, autant en médecine du sport, en orthopédie qu'en physiothérapie, c'est impressionnant de voir comment on a des fausses croyances, des mauvaises pratiques, mais qui sont reliées à des informations associées à des biais commerciaux. C'est-à-dire des gens qui nous transmettent des informations qui sont fausses, mais dans un objectif, en fin de compte, de faire des sous. Et je donne une conférence spécifiquement là-dessus. J'ouvre le congrès avec ça et je pense que ça va être très pertinent. On fera un suivi là-dessus. Ça va être génial. Ouais, top. Et Blaise, tu nous as beaucoup parlé du X. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, à quoi ça correspond? Ouais. Alors, en fait, à chaque année, moi, je fais mon X et j'encourage l'ensemble de toute notre équipe, autant à PCN qu'à la clinique du coureur, qu'à coaching du coureur, que toutes les entreprises qu'on a, à faire individuellement chacun son X. Donc, le X individuel, c'est identifier ce qu'on fait dans une journée, dans une semaine, en fin de compte, et de les placer entre le j'aime, je n'aime pas sur un axe et le je suis bon et je ne suis pas bon sur un autre axe. Et on veut que 60% de notre temps minimum soit sur le j'aime et je suis bon. L'objectif de ça, bien évidemment, c'est d'avoir du plaisir dans sa vie, d'être heureux et de s'assurer que la majorité de notre temps soit passé sur des choses qui sont le fun et dans lesquelles je me sens compétent. Donc, il répond, en fin de compte, à des besoins psychologiques fondamentaux, encore une fois. Je dis 60% parce qu'il y a toujours un 10-20% qui va être dans le j'aime pas, mais je suis bon et je continue de le faire pour aider mon organisation. Et il y a peut-être un petit 10-20% aussi qui va être du côté de j'aime, mais je suis pas bon, mais j'ai envie quand même de développer ces choses-là parce que j'aime ça. Et peut-être qu'à un moment donné, ça va devenir sur mon X directement. Donc, ça va migrer vers le j'aime et je suis bon plutôt que le j'aime et je suis pas bon. Et après ça, ben, il y a tout un cadran en bas à gauche qui est le je suis pas bon et j'aime pas ça. Et là, ça veut dire faut déléguer, faut trouver quelqu'un qui peut reprendre le relais sur les choses que t'aimes pas. Et moi, je le fais à chaque année. Et à chaque année, en fin de compte, ma vie évolue positivement parce que, je te donne un exemple, il y a 2 ans déjà, je me suis libéré de tout ce qui est légal, fiscal, à la clinique du coureur, à PCN. Je veux pas m'occuper de ça. Donc, à la clinique du coureur, j'ai Yves qui a repris l'ensemble de tous ces dossiers-là qui sont tous les trucs que moi, j'aime pas tant. Il y a des choses que j'aime pas tant, mais que finalement, c'est moi encore le meilleur pour faire ça dans l'équipe. Donc, je le conserve, mais il faut pas que ça prenne trop de temps, 10-20% de mon temps. Et à travers l'ensemble de tout ce X-là, en fin de compte, il y a toujours une petite partie où je dis aux gens, gardez-vous du temps pour faire du créatif, pour être créatif, du temps libre pour dire, je sors de mon flux opérationnel où je fais que faire des choses et finalement, j'ai jamais le temps de penser, d'avoir un petit peu d'idées, de réfléchir à comment on peut se développer mieux, comment on peut être meilleur, comment on peut innover. Donc, se garder un petit peu de temps pour ça. Et le X, en fin de compte, sur 2 axes, c'est ce qui est très personnel à faire, mais quand tu es leader d'organisation comme la nôtre, ben moi, j'ai un 3e axe qui est comment je crée de la valeur, en fin de compte, pour l'organisation ou pour le monde de façon générale.
Donc, il y a des choses dans lesquelles, par exemple, c'est pas nécessairement que j'aime tant, que je suis si bon, quoi qu'il faut l'être minimalement, mais par contre, je crée de la valeur pour mon organisation et donc, j'ai ce troisième axe qui est ça. Et si tu connais l'ikigai, en fin de compte, qui a été assez populaire quand même, il y a des livres sur le sujet. Eux, ils ont une quatrième sphère, en fin de compte, qui est la sphère argent, en fin de compte, pourquoi tu es payé. Et ben moi, je l'intègre pas tant dans mon X parce que ça a jamais guidé ma vie et j'en suis heureux, c'est-à-dire que je constate, en fin de compte, que j'ai des collègues où cette partie-là prend peut-être trop de place et les limite, en fin de compte, dans leur liberté de se laisser aller où ils sont bons et ce qu'ils aiment faire parce qu'ils ont cette sphère de création d'argent. Après, pour certains, ça peut être important. Moi, dans ma vie, ça n'a jamais été, puis j'ai jamais eu de doute que ça serait pas un facteur limitant et ça n'a jamais été un facteur limitant, même quand je gagnais 22 000 $, donc 15 000 € par année dans les 2 premières années de pratique de physiothérapie parce que je travaillais à temps partiel, parce que je voulais étudier, puis je voulais faire ce que j'aimais. Et j'avais un tout petit appartement avec un 1,5, une mini voiture, et puis bon, j'étais très heureux, tout allait bien. Donc, je me suis jamais préoccupé de cette quatrième sphère-là et mon focus est vraiment sur les 3 autres. Dans quoi je suis bon, qu'est-ce que j'aime faire et en tant que leader, en quoi je crée de la valeur pour l'organisation. Wow, impressionnant. Et est-ce que tu as des conseils justement pour allier business et santé, que ce soit applicable en France, en Suisse ou au Canada? Alors, tu sais, moi, je veux aider les gens. Je deviens donc physio. Puis, c'est avec les coureurs que je suis le meilleur. Donc, je me forme pour traiter des coureurs. Je développe des outils pour les coureurs, la quantification du stress, les programmes fractionnés, etc., etc. Je développe un environnement clinique pour les coureurs. Je me fais un coin d'analyse biomécanique avec un tapis, avec le screen en arrière. Et donc, je veux attirer des coureurs à ma clinique. Parce que, bien évidemment, c'est ce qui me rend le plus heureux, c'est ce qui est sur mon X, traiter des coureurs. Donc, à partir de ce moment-là, ben, je m'expose, je me promeux, je me vends. Et mon objectif, c'est de dire, ben, je vais aider le plus de coureurs possible. Et je vais faire mieux que à peu près tous mes pairs qui n'ont pas cette spécialité, qui n'ont pas cet intérêt, qui, eux, sont spécialisés dans autre chose. Donc, clairement, les coureurs, c'est moi qu'il faut qu'ils viennent voir. C'est pas mon collègue qui est spécialisé en temporomandibulaire. C'est moi qu'il faut qu'ils viennent. Donc, il faut que je m'expose. Il faut que je me vende, finalement. Donc, je vais dans les clubs de course, je laisse mes cartes, je me fais un poster que je vais mettre là où il y a plein de coureurs à Québec et je dis, ben, si vous êtes blessé, venez me voir. Ben, est-ce que pour toi, parce que encore une fois, je sais que les Français sont allergiques au mot business, mais c'est faire du business. Mais en fin de compte, moi, je suis extrêmement fier de faire du business pour aider les coureurs davantage que ce qu'ils ont actuellement, qui est un service qui est moyen parce que la majorité des professionnels de la santé n'y connaissent rien en course à pied et vont faire des modalités passives et des ultrasons et des trucs qui servent à rien chez les coureurs. Donc, oui, je suis fier de faire du business et je pense que le faire, en fin de compte, c'est d'abord croire en ses moyens, développer une expertise, puis après ça, ne pas être gêné de l'exposer. Donc, tu sais, si je prends la France, on va toujours me dire oui, mais en France, on n'a pas le droit de faire de promotion, de publicité. Bon, on va régler quelque chose tout de suite. Moi, je pense que l'ordre professionnel a perdu le contrôle sur le web, sur les médias sociaux et sur tout ça. Donc, s'il y a des restrictions par rapport au journal local que plus personne lit de toute façon, il y a des possibilités quand même de se promouvoir en France en tant que kiné pour attirer cette clientèle. Et pour moi, ça n'a absolument aucun sens que si tu développes une expertise et que tu as une expertise dans quelque chose, tu ne puisses pas le divulguer aux gens qui ont besoin de profiter de cette expertise. On n'aide personne si on le fait pas. Super. C'est je pense, une bonne vision et moi, mon avis, c'est que ça me paraît légitime que quelqu'un qui se forme puisse communiquer auprès des gens justement concernés par ces formations en disant ben voilà, moi j'acquiers une expertise et avec l'expérience, avec les formations que je fais, je suis le plus à même de vous soigner pour ce que vous avez. Et comme tu prenais l'exemple qui est juste avec quelqu'un qui est formé en ATM et etc., quoi, c'est pas du tout la même chose et ça va dans le sens, tu vois, même si on pousse le bouchon au maximum, on peut dire ben le kiné qui est formé pour traiter des patients coureurs à pied, il sera peut-être plus efficace en 5 séances, donc il fera peut-être même faire des économies à la sécu qu'un kiné qui est pas formé et qui va faire 30 séances à côté sans savoir ce qui se passe, quoi. Donc c'est peut-être même
on va dire, un cercle vertueux. Mais c'est clair. D'envoyer les patients qui correspondent au physio, au kiné qui est formé dans sa branche, quoi. Donc, il faut communiquer sur ses spécialités et sur ses formations plus facilement, c'est sûr. Ouais. Clairement. Et Blaise, donc la clinique du coureur, il y a aussi, vous vendez des chaussures, des livres, vous organisez des courses, il y a des voyages au Kenya, il y a des conférences en entrepreneuriat, tu nous as parlé de chalets locatifs aussi. Qu'est-ce que ça apporte? Tu vois, quand on voit le chalet locatif et la clinique du coureur, qu'est-ce que ça apporte à la clinique du coureur? Et une autre question dans la foulée, c'est qu'est-ce que à toi ça t'apporte? Sur l'ensemble de ces projets-là, parce que tu me poses la question, mais la question nous revient de temps en temps. Ouais, mais encore une fois, c'est du business. Pourquoi vous faites ça? Mais la question que moi j'ai envie de poser souvent, c'est pourquoi pas? En fait, notre why à la clinique du coureur, notre raison d'être, c'est de croire au partage d'un savoir fiable et accessible qui contribue à la santé des populations. Fait, quand on a une idée géniale qui contribue à la santé des populations, on plonge. Si on pense que c'est une bonne idée, on y va. Puis, tu sais, on a une raison d'être évolutive à la clinique du coureur, donc on se permet dans un monde surtout qui est volatile, incertain, complexe et ambigu, en fin de compte, de se permettre de s'émanciper comme organisation pour aller au-delà de juste donner de la formation continue. Parce que la clinique du coureur, initialement, c'était un cours 1.0, 2 jours pour les professionnels de la santé. Mais si on en était resté là, en fait, puis qu'on restait sur puis on s'était pas, on n'avait pas augmenté notre palette de cours à travers, maintenant on a 12 cours à travers l'ensemble, même plus que ça, 13, à travers l'ensemble de tout ce qu'on fait pour pouvoir mieux former les gens, pour pouvoir mieux éduquer aux bonnes pratiques, à la science et ainsi de suite, probablement qu'on serait déjà mort. En fait, comme organisation, c'est essentiel de continuer d'innover, de se développer. Et fait que voilà. Fait que, tu sais, on peut les reprendre un par un, mais tu sais, la chaussure pour enfants, par exemple, sur laquelle on a beaucoup de critiques, hein, parce que la clinique du coureur se vante d'avoir aucun biais commercial par rapport à la chaussure. Et là, on produit une chaussure pour enfants. Donc, d'abord, ça répond pleinement à notre raison d'être, la santé des populations. Il y a un besoin dans le marché qui est non comblé. C'est un projet qui est philanthropique, c'est-à-dire que nous, non seulement on ne fait pas de sous, mais ça nous coûte des sous et du temps de gérer ce projet-là et de le mettre de l'avant. Mais les parents dans l'équipe de la clinique du coureur, quand on a à un moment donné dit on fait une chaussure pour enfants parce qu'il n'y en a pas sur le marché et puis il n'y a pas ce qui est bon pour le développement des enfants, tout le monde a dit allez go, on y va. Et puis finalement, on a produit une chaussure qui se vend à peu près partout. Et puis cette chaussure-là, c'est un projet philanthrope. Si jamais on arrive à générer du profit avec, ça ira en entièreté à des causes caritatives, des causes qui sont gérées par le fonds philanthropique La Clinique du Coureur. Donc, pour moi, c'est un projet, en fin de compte, qui est juste génial. Et moi, je comprends jamais quand les Français nous disent « Ouais, mais là, vous vendez des chaussures, etc. » Oui, mais c'est un projet philanthrope génial qui comble un besoin des parents qui n'existe pas actuellement ou qui est très peu. Parce que en plus, on a fait une chaussure accessible. Donc, que les parents puissent acheter cette chaussure-là pour leurs enfants. Parce que les chaussures qui sont adéquates pour les pieds d'enfants, en fin de compte, coûtent une fortune actuellement sur le marché. Après, il y a le livre. Le livre, on veut éduquer les populations. C'est un contrebalancier aux conneries qui sont constamment véhiculées par l'industrie. L'ensemble de tous mes droits d'auteur vont dans le fonds philanthropique de la Clinique du Coureur. D'ailleurs, on ramasse des dizaines de milliers de dollars avec le livre à faire ça. Moi, je touche pas de sous avec ce livre-là. Ça répond encore une fois à notre why. Donc, bingo. Après ça, on fait des courses. On a deux courses populaires à Québec. Ça répond encore une fois à notre why. C'est 2 courses qui sont à l'intérieur d'un dôme BNL, qui encore une fois est très philanthropique. On ramasse des sous pour des enfants défavorisés qui font des camps de vacances. On fait courir des milliers d'enfants, des milliers de personnes à travers les années, et on motive les gens à faire du sport. Il y a une implication locale qui est super forte, mais c'est génial. Donc là, le problème, c'est que ça nous prend du temps. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé un responsable leader de course. Et puis, la personne, on s'est déchargé un peu de tout l'opérationnel qui vient avec ça. Et ça arrive à vivre par soi-même. On a créé quelque chose qui est génial. Après, on donne des conférences sur l'entrepreneuriat. Là, on est en dehors de la santé. On est en dehors. On a parlé aujourd'hui de l'entreprise affranchie.
nous, on a, comme organisation, innové au niveau managérial pour trouver des manières de faire qui sont, on pense, plus adéquates en tant qu'entreprise, en tout cas que nous, on vit puis qu'on a mis en place. Ben, moi, j'ai des demandes pour aller dans les entreprises pour leur montrer comment on fonctionne. Ben, je l'accepte et je leur demande des sous que je mets en entièreté dans le fonds philanthropique. Toutes les conférences grand public et les conférences que je donne vont dans le fonds philanthropique, encore une fois. Mais moi, je trouve ça cool que, en fin de compte, on puisse partager ces innovations managériales qu'on fait, inspirer des entrepreneurs à devenir, des meilleurs entrepreneurs avec des processus qui vont créer peut-être plus de bonheur autour d'eux, puis moins d'inconfort, et puis voilà. Et si tu veux, ben le podcast qu'on fait aujourd'hui, ben on le mettra sur le site de entrepriseaffranchie.com, et puis comme ça, ben on éduquera encore une fois davantage de personnes. Voilà. Top, avec grand plaisir. C'est un peu long comme réponse. Hein? Non, c'est bien. Comme ça, tu prends point par point, c'est très bien. Et toi, le fait d'avoir tout ça, toutes ces petites branches, qu'est-ce que ça t'apporte? Moi, ça m'apporte bien évidemment du bonheur. Hein? Quand j'ai un projet, quand je pense, je vais reprendre n'importe quel des projets, mais quand je dis, OK, on fait une chaussure pour les enfants. Moi, j'ai 4 enfants, j'ai une petite fille, j'ai de la peine à trouver des chaussures. On construit une chaussure pour enfants, mais c'est ultra motivant. C'est ultra génial. Et puis après ça, ben, t'engages des patronistes, t'engages des brokers, des personnes responsables de ça, t'essayes de voir comment fonctionne le système, et puis finalement, ben, tu produis une chaussure, et finalement, t'as produit une super chaussure qui est de très haut niveau de qualité au niveau de toutes ses caractéristiques pour le développement du pied de l'enfant. Et là, t'aides des milliers de parents dans le monde à avoir des meilleures chaussures pour leurs enfants et à essayer de la vendre le moins cher possible et d'avoir quelque chose de philanthrope. Donc, c'est juste du bonheur. En fait, moi, si tu me poses la question à quoi ça m'apporte de faire tous ces projets-là, tous ces trucs-là, ben, je suis sur mon X, c'est du bonheur. Et puis après ça, si tu me dis à la clinique du coureur, qu'est-ce que ça amène? Ben, peut-être que d'avoir une vision plus affranchie de l'organisation, ça amène un peu moins d'inconfort, ça mobilise l'équipe. Peut-être que ça crée même plus d'efficacité et de création de richesse que si on était dans une structure traditionnelle. Tu sais, l'entreprise affranchie, c'est un peu une réponse à des problématiques qu'on vit actuellement. À PCN, on arrive à engager des gens en lien avec la nouvelle culture qu'on a mis en place. Dans un moment où on a beaucoup de peine, où il manque de physio, personne n'arrive à engager des physios parce qu'il en manque. Nous, on arrive à en engager entre 10 et 20 à chaque année. Parce que finalement, on a une structure, une image de marque forte, oui, mais surtout une structure affranchie dans notre culture qui nous permet, en fin de compte, d'attirer des talents qui ont envie de venir travailler dans une entreprise qui les considère, sur lequel ils ont cette possibilité de se développer même au niveau entrepreneurial. Et voilà, donc au final, en fin de compte, l'ensemble de toutes ces réponses à des problématiques d'entreprise, ben moi je pense vont même rendre l'entreprise plus efficace et créatrice de richesse de façon plus importante. C'est pas pour ça qu'il faut le faire, mais clairement c'est une conséquence qu'on observe. En tout cas, moi j'observe dans mon environnement. Ouais, c'est une conséquence hyper positive. Toi, t'es aligné sur ton X et ça permet à l'entreprise de prospérer et d'attirer des talents et du coup de se développer. Et même, tu vois, quand t'attires des talents, ben je pense que t'apprends encore des choses, toi, tu vois. Donc c'est bénéfique, pour tout le monde, quoi, au final. Ouais. Top. Et Blaise, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut éviter de faire quand tu veux faire du business en santé? Tu vois, est-ce qu'il y a pas des interdits, ou tu vois, mais est-ce qu'il y a des trucs vraiment où tu te dis non, là, tu te déconseilles d'y aller et c'est quelque chose risqué ou on va dire il va nous arriver que des problèmes? Ben, c'est difficile de répondre à ça. Moi, je pense que un des plus grands risques, c'est de perdre sa raison d'être sincère et profonde. Moi, je suis physio, t'es physio, ben probablement que dans notre raison d'être intrinsèque, on voulait aider les gens. Si tu commences à faire du business pour faire du business, que ton focus il est sur l'argent, il est sur des prises, des postures de pouvoir, ben clairement tu t'écartes de ta raison d'être sincère et profonde. Et puis moi, je pense que c'est là qu'il y a un certain danger. Mais dans la mesure où ta raison d'être est claire, que tu t'avances pour... puis encore une fois, nous, on a cet objectif d'aider les gens à être plus en santé. Ben après, s'il y a du business qui vient avec, si
tu charges un montant pour ton service, ben moi je trouve ça, j'ai aucun problème avec ça, effectivement. Mais j'ai de la peine à répondre à cette question-là. Qu'est-ce qu'il faut éviter quand on veut faire du business en santé? C'est bien ça ta question? Ouais, mais tu vois, tu es bien répondu, c'est-à-dire... j'ai pas beaucoup d'interdits dans ma vie. Hein. J'ai pas beaucoup de tabous non plus, mais j'ai pas beaucoup d'interdits. Et du coup, les meilleurs tips pour faire du business, on a parlé de communiquer sur ses compétences avec les moyens, on va dire, légaux et notamment tout ce qui peut se passer sur Internet et tout ça. Est-ce que tu as d'autres idées comme ça? Ben moi, je pense que ça commence d'abord par soi. Hein. Trouve ton X. Fais l'exercice. Hein. Juste faire l'exercice, c'est quelque chose. Faire l'exercice, c'est une prise de conscience sur c'est quoi que je veux dans ma vie. Puis qu'est-ce qui me rend heureux. Puis donc, faire ton X, c'est la première chose. Après ça, je te dirais, entoure-toi de gens compétents qui partagent les mêmes rêves, les mêmes passions que toi. Parce que, encore une fois, hein, moi, je suis entouré de dizaines et de dizaines de personnes qui partagent les mêmes rêves que moi et qui font en sorte, en fin de compte, qu'on fait avancer l'ensemble de ces projets-là. Mais si je suis tout seul, je fais absolument rien. Troisième chose, je te dirais, inspire-toi des meilleures pratiques autour de toi. Donc, tu sais, moi, je fais partie de 2 groupes d'affaires. J'ai un mentor. On échange entre entrepreneurs. Il y a plein de choses qui sont très inspirantes autour de nous pour faire mieux, pour essayer de trouver des solutions. Fait que je pense que ça vaut. Après ça, c'est ose innover, faire différemment. Tu sais, on est pris dans un moule social où on nous enligne sur quelque chose. La profession de kiné, c'est comme ça. Tu fais 16,13 € et puis, ben, il faut que tu fasses tant de patients pour avoir ton salaire et puis bingo. Et puis, tu rentres dans le truc et puis, en plus, on te dit comment pratiquer. On t'a enseigné à l'université c'est quoi les choses qu'il faut faire. Essaye de penser out of the box, tu sais. Innove, fais quelque chose d'autre. Et puis, après ça, ben, quand tu as trouvé ton X, quand tu t'avances, ben là, focus, travaille, mets toute ton énergie, parce que si tu fais pas ça, ben ça avancera pas. Donc, en gros, pour faire, tu sais, encore une fois, moi, le business, je le vois pas comme qu'est-ce que je peux faire pour vendre plus mon service. C'est trouve ton X, inspire-toi, ose innover, entoure-toi de gens qui partagent le même rêve, puis après ça, tu travailles, tu focus, tu avances. Et puis, si pour avancer, ben il faut que tu communique en fin de compte tes compétences, communique ton expertise dans ton environnement, ben là, fonce. Ben, il y a des médias sociaux, il y a, tu sais, moi, au tout début de ma pratique, les médias sociaux existaient encore pas encore, hein, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore Facebook. Je vous dis pas mon âge, mais quand je suis sorti de l'université, en fait, ce que je faisais, c'est que je ramassais des courriels de plein de professionnels. Et puis, je leur faisais un petit, une fois par semaine, 2 semaines, je leur faisais un petit résumé d'un article scientifique que j'avais lu qui était intéressant, qui bouleversait un peu ma pratique. Et je leur disais, voici un résumé de tel article, voici les conclusions, voici ce qu'il faudrait qu'on fasse, etc. Et j'avais des banques de médecins, de physio, etc. Et à un moment donné, j'avais 5, 7, 8 000 courriels et j'envoyais des courriels comme ça à ces gens-là. Et ça, c'était avant qu'on ait... j'avais pas de site, j'avais rien du tout, c'était juste par courriel. Et en plus, il fallait que je lise les articles en version papier. On n'avait pas encore tout un système de documents PDF universitaires. Donc, j'allais à l'université, je faisais des photocopies des papiers, je revenais chez nous, je mettais du jaune fluo dessus et puis après ça, je faisais mon résumé. Mais c'était mon désir, en fin de compte, c'était juste de partager encore une fois. Et c'était gratuit, je chargeais rien. Mais quand j'ai démarré la clinique du coureur, en fin de compte, ce que j'avais fait pendant des années, en fin de compte, à nourrir, en fin de compte, ma communauté puis les gens qui étaient autour. Quand j'ai parti la clinique du coureur, ben, j'avais près de 10 000 personnes captives, en fin de compte, qui lisaient mes courriels parce que je leur envoyais de la valeur, en fin de compte, à leur pratique. Ah, c'est ouf. T'as inventé la newsletter. Ah oui, tu vois? Presque. Tu vois? Non, mais c'est ça, récupérer des adresses mail et diffuser. Ça dit tout sur mon âge. C'est énorme. Blaise, écoute, merci beaucoup, c'était super. Ça fait plaisir, c'était très cool de parler business. En fait, je suis très content que tu m'aies interrogé sur ces sujets-là, parce que tu sais, on me pose toujours des questions sur la course à pied, la quantification du stress, le peace and love, les chaussures, etc. Et puis, il y a une bonne partie de ma vie maintenant qui est de travailler avec des humains et de s'assurer qu'on s'entende bien tous ensemble pour mener des projets, des rêves qu'on a communs. Donc, il y a une bonne partie de ma vie maintenant, c'est quand même
c'est quand même d'être en relation avec les autres sur la gestion de ces entreprises-là. Donc, voilà, c'est très cool que tu m'aies interrogé là-dessus et j'espère que ça va aider et éveiller, allumer certains entrepreneurs, qu'ils soient kinés ou pas, sur comment on peut faire du business en étant sain. Voilà. Et aligné avec son X et voilà ses valeurs. Ouais. Super. Merci Blaise. À très bientôt. Salut, ciao. Voilà. Merci d'être allé au bout de cet épisode. J'espère que vous êtes régalés autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez-en autour de vous. Débriefez-le avec vos collègues en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu? En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau? N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer. Je répondrai avec plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode.